Pierre. Donc Pierre, mis à part d'être un éminent membre du CEP, il est aussi, et d'abord et surtout, en charge de la qualité de vie pour l'ensemble de la PHP, RH, de formation et de fonction, et il va nous préciser tout ça. Voilà, Pierre, c'est à toi. Donc un petit RH, un petit social, aussi en complément. Très bien, bonsoir à tous. Donc, je vais resituer un petit peu les choses. Je suis plus recentré aujourd'hui sur la santé et sécurité au travail. Et c'est vrai qu'on a partagé la QVT, qui est un des aspects, enfin la sécurité santé au travail est un des aspects importants de la QVT, mais je ne m'occupe pas de la totalité du champ de la QVT. On y participe autant que de besoin. Alors quand on parle de ressources humaines, il faut revenir aussi sur la partie dite sociologique des ressources humaines et comprendre pourquoi la violence s'exerce aujourd'hui et comment elle s'exerce à l'hôpital. Comment elle a commencé. L'hôpital a toujours été considéré, jusqu'à ces 10 dernières années en tous les cas, et jusqu'aux premiers attentats, comme un lieu protégé. On avait l'impression qu'il ne pouvait rien arriver, en tous les cas de la part de l'extérieur, à l'hôpital, parce que c'était un lieu un petit peu sacralisé. C'était le lieu où on soignait, c'était le lieu où on était protégé, parce qu'on était vulnérable, et personne ne pouvait s'attaquer à l'hôpital. On s'aperçoit avec les premiers attentats, et encore plus aujourd'hui, que non seulement c'est plus le cas, mais ça pourrait même être l'inverse, c'est-à-dire que ça peut être une cible pour des potentielles agressions et attentats. La question qui m'a été posée, c'est comment j'ai vécu, moi, à l'hôpital, la violence, et notamment au début, moi, quand je suis rentré à l'hôpital il y a quelques années maintenant, j'étais à l'hôpital de Béziers, et les premières violences qu'on a connues, c'était pendant la feria, 4 jours de fêtes traditionnelles à Béziers, et on avait des bagarres. Et les personnes qui se battaient se blessaient, et arrivaient aux urgences pour se faire soigner, et ils avaient été séparés par la police sur le terrain, ils arrivaient aux urgences, ils se retrouvaient, il n'y avait plus de police, ils recommençaient à se battre dans les urgences. C'était les premières marques de violence que j'ai connues à l'hôpital. Petit à petit, tu parles dans le micro. Petit à petit, la violence s'est déplacée dans les services, avec l'évolution aussi des mentalités. Les personnes sont de plus en plus exigeantes et moins tolérantes sur ce qu'on leur donne et sur la qualité des soins qu'ils attendaient. Et il y a eu cet aspect, cet effet d'agressivité qui a bien été décrit, qui est décrit au niveau des urgences, mais qu'on retrouve dans les services de soins de la même manière, qui a fait augmenter la violence. Et puis on s'aperçoit au fil du temps, parce qu'on mesure, on évalue ce qui se passe, notamment avec les événements indésirables qui sont déclarés, comment la violence évolue. On avait beaucoup de violence, outre la violence entre soignants, du fait de la tension, mais on avait de la violence qui était plutôt des patients envers les soignants. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que cette violence est déplacée plutôt des familles de patients, plutôt que des patients eux-mêmes. Des accompagnants. Ouais, il y a eu une petite évolution. Alors, à l'assistance publique, il y a beaucoup d'hôpitaux qui sont dans des endroits géographiques qui sont différents, et on ne traite pas de la même manière un hôpital dans le 18e, à Bichat, que dans un autre arrondissement. J'ai connu exactement la même situation quand j'étais à Marseille, ou dans les hôpitaux sud, c'était tout ouvert, il y avait vraiment un accès facile à tout, alors qu'à l'hôpital Nord, c'était plutôt resserré, c'était plutôt fermé, c'était plutôt protégé, parce qu'on n'avait pas le même rapport en fonction des quartiers. Tout ça, ça nous oblige à avoir une exigence en fait de sécurité de la part des personnes qui surveillent, mais notamment des agents de sécurité. On a un système mixte, nous, à l'assistance publique, c'est des personnes qui sont internes et qui sont recrutées la plupart du temps parmi des ex-policiers, des ex-gendarmes ou des ex-personnes qui ont travaillé dans des grosses sociétés de sécurité privées. Et un niveau d'exigence qu'on a avec les prestataires de services qui interviennent comme chargés de sécurité, à qui on demande, on a sélectionné, on a fait une présélection dans environ une dizaine de sociétés,
sur lesquels on a des critères de sélection qui sont assez importants, et les sites après choisissent la société ou les sociétés avec qui ils souhaitent travailler. On n'impose rien en centrale, mais c'est chaque établissement qui choisit avec quel prestataire il veut travailler, si tant est qu'il respecte les critères d'exigence qu'on a fixés. Sur la partie qualité de vie, on a plusieurs axes. On a, comme on le fait pour la sécurité générale, sécurité des biens et des personnes, on a des axes forts qui sont impulsés par le central, et après c'est géré plutôt en local. Sur la qualité de vie, au sens conditions de travail des personnels, on est dans le même schéma, c'est-à-dire qu'on impulse des grandes missions, des grandes fonctions, on a une politique centrale, mais la QVT se fait plutôt au niveau local. On essaye de laisser beaucoup d'initiatives au local, tout en ayant des sujets qui sont traités de manière très descendante, on va dire, mais en faisant participer le plus grand nombre de personnes. À titre d'exemple, on a lancé des formations sur le harcèlement, qu'on fait, qui étaient adressées en priorité aux cadres et qu'on ouvre de plus en plus à tout un tas de personnes, parce qu'on veut changer un petit peu la culture qu'il y a autour de ces sujets-là. Moi, je suis frappé quand on fait les formations de m'apercevoir que en proximité, les personnes, les personnels, et notamment l'encadrement, est très sensibilisé et très sensible à tout ça, qu'ils connaissent rarement le message qu'on délivre quand on les voit en disant la politique institutionnelle, c'est une politique de tolérance zéro. Et en fait, ils ne savent pas, ils sont vraiment... on dirait qu'il y a un écart entre la politique qui est impulsée et qui est mal connue, il faut qu'on s'améliore sur cette communication-là, et ce qu'ils vivent sur le terrain. On a des situations de violence, on a des situations de harcèlement, on fait des signalements, et derrière on a l'impression qu'il ne se passe rien. Et ça, c'est ce qu'on essaye de corriger au quotidien, par plusieurs méthodes. On est en train d'impulser en matière de QVT une culture de la QVT avec à la fois sur le même sujet harcèlement, on est en train de mettre en place. J'essaye de reprendre le fil. Donc, en matière de QVT au sens large du terme, donc on a des actions qui sont développées en centrale et qui sont impulsées par le central, et puis on a des actions locales. Parmi les actions centrales, je disais qu'on avait mis en place une formation sur le harcèlement et qu'on est en train de nommer un réseau de référents pour que les personnes puissent avoir un avis et puissent déclarer ces situations de harcèlement. C'est très difficile à qualifier, et donc on a tout ce type d'action. On essaye d'impulser sur la qualité de vie au travail de manière à la fois architecturale, mais dans les conditions de travail. On a pérennisé une enveloppe budgétaire qu'on dévie chaque année et qu'on reconduit chaque année. Avant, on avait une enveloppe qui était donnée au gré des moments où on avait des fonds qui pouvaient être dégagés pour ça. Et on est arrivé dans la procédure à faire pérenniser ces fonds, et chaque année c'est reconduit. Alors, le principe c'est que... alors, juste, pardon de te recentrer, mais là, sur la question, sur justement les questions de violence, je veux dire, sur ne serait-ce que les formations, les relations avec les équipes soignantes, sur ces thèmes-là, ça se passe comment? Parce que, pardon de dire la chose, mais il y a toujours, et ce que vous montrez bien, je dirais aussi bien, Christophe, si je peux me permettre de l'appeler par son prénom, que Jean-Philippe aussi, c'est que les actions sont le plus souvent opérationnelles sur le terrain. Donc c'est toujours difficile, je dirais, quand on est dans la conduite d'un grand bateau comme la PHP où il y a 37 ou 38, je ne sais plus, établissements différents. Comment ça se passe, je dirais ça, cette espèce de transition, si on peut dire, entre le siège et les équipes? Alors je sais que c'est pas cette question est difficile, mais voilà. Et sur cette question-là, violence. Il n'y a pas de question difficile. Alors, dans les actions, je
clôture, que je vais aller sur la relation qu'on a avec le terrain. Donc sur les actions qui sont menées, notamment pour l'amélioration des conditions de travail, on a à la fois des enveloppes qui sont pérennisées, et puis on a des enveloppes qui sont conjoncturelles. On a dégagé des fonds pour pouvoir faire des actions particulières qui ont été proposées au terrain, et on leur dit, dites-nous ce que vous voulez faire. Parmi les actions qui ont été remontées par le terrain, il y a eu notamment des aménagements de services de soins pour prévenir cette violence, pour améliorer le parcours de soins, et pour éviter justement, pour travailler en amont et en prévention sur la violence. Donc si on peut dire par capillarité ce qui se passe chez Christophe, exactement, ça remonte comme pour imprégner les canaux. Il y a quelques actions qui ont été demandées par des établissements, par des services, justement pour améliorer, certainement, on prend un exemple sur les urgences de Bichat, qui commencent à faire référence maintenant à la paix, puis hors la paix. Alors, comment ça se passe dans les relations qu'on a avec le terrain? Il y a 2 minutes. Il y a 2 minutes. Donc, comment ça se passe dans les relations avec le terrain? On a la violence, elle est prise en charge immédiatement et sur le terrain. C'est pas au niveau central, sauf quand il y a quelque chose de très grave ou gravissime, où là, notamment le chargé de sécurité de la paix est appelé immédiatement. Mais la plupart du temps, c'est sur le terrain, c'est en proximité. Après, il y a le traitement de cette violence-là par la déclaration des événements, et notamment là aussi la culture qui a été, ce qui a été impulsé par le directeur, de dire il y a une culture de la déclaration qu'il faut développer. On a d'une part toutes les remontées qui sont faites par les agents de sécurité à l'ONVS, et toutes les fiches événements indésirables qui arrivent en centrale, qui sont analysées avec un peu de recul et qui conduisent normalement à des plans d'action qui redescendent après sur le terrain. Donc on est au plus près, au plus proche du terrain, et on a en fait en centrale qu'une analyse très à froid et pas à chaud. Ce qui se passe à chaud, c'est oui, mais ça c'est important de savoir, parce que juste interrompre 30 secondes, puis après je reprendrai le micro pour le passer à Luc, au Canada, à Montréal. L'une des questions qui venait justement, c'était ça, c'était comment pouvait être traité, donc non seulement c'est remonté, analysé, mais les questions, les événements indésirables, graves ou pas graves, là-dessus. C'est remonté via les chargés de sécurité qui déclarent à l'ONVS. Là aussi c'est déclaratif, c'est-à-dire qu'ils ne déclarent que ce qu'ils jugent assez important ou assez grave pour que ça mérite d'être déclaré, et c'est toute la limite de l'observatoire. On n'a qu'une partie de ce qui se passe. Il y a certains chefs de service qui disent aussi, surtout ne dites rien, on va régler ça entre nous, c'est pas trop grave, et puis on s'aperçoit que ça peut avoir des conséquences qui sont importantes, et de toute façon après ça remonte. Et puis il y a les agents qui sont, là aussi on essaye de développer de plus en plus, ça a été fait depuis quelques temps, on essaye de développer encore plus, l'accompagnement des soignants pour aller déclarer, pour aller déposer des plaintes, parce que la plainte ne peut être déposée que par la personne qui a été agressée. Alors l'hôpital de temps en temps dépose une plainte parce que c'est nos biens qui ont été dégradés, donc on dépose une plainte à ce titre-là. Mais sinon, l'agent qui est agressé doit déposer plainte. Et souvent on a beaucoup aussi de communication à faire là-dessus, parce que souvent ils disent oui, mais pourquoi l'hôpital ne me protège pas, et pourquoi l'hôpital ne dépose pas plainte à ma place? Je crois que je peux me permettre juste d'intervenir là-dessus, et puis on peut passer la parole à Luc après. Je crois que c'est un grand progrès, enfin, je veux dire, cette question à la fois d'écoute et en même temps d'accompagnement pour la plainte, parce que je vois dans la presse, là, que j'ai feuilleté depuis quelque temps qu'on prépare ça, on voit effectivement un certain nombre de soignants qui disent, avec toutes les façons, qui disent un peu ça, de toutes les façons, on n'est pas suivi par notre établissement, et on voit bien que là, tout ce que tu nous montres et mets en lumière là, c'est qu'il y a justement cet accompagnement important. Alors, un mot, et puis ils sont d'autant plus suivis que, on le disait tout à l'heure, on a de plus en plus de conventions police-hôpital. Ouais.
On travaille très en amont sur comment peut intervenir la police dans l'hôpital, comment peuvent intervenir les pompiers si besoin. Et puis surtout, on essaye de travailler de plus en plus sur le suivi des plaintes. Qu'est-ce qui se passe après? Il n'y a rien de pire que de déposer une plainte et de ne pas savoir ce qui s'est passé après, ou de ne pas avoir de résultats sur la suite qui a été donnée aux plaintes. Donc tout ça, c'est des chantiers qu'on a envers. Je ne peux pas vous parler du plan de sécurité parce qu'il n'est pas encore, il est en cours de rédaction. Et on a parlé avec le chargé de sécurité qui est là ce soir. On disait qu'on reviendrait au cours de l'année. Absolument, et on salue à distance. Merci Pierre. Donc on va repartir là-dessus.